Bonsoir, bienvenue au premier débat commun à Carta Academica et au Soir. Le Soir, vous connaissez, ce grand journal qui se trouve ici, rue Royale. Vous trouvez d'ailleurs dans nos locaux, rue Royale, en plein centre de Bruxelles, un peu plus désert que d'habitude, parce qu'évidemment, ce n'est pas le centre-ville qui est le plus fréquenté pour l'instant dans les circonstances que nous connaissons. Mais Carta Academica, c'est un collectif d'intellectuels engagés qui souhaitent contribuer au débat public et surtout qui décident de contribuer à ce débat public en ne restant pas dans leur spécialité, en sortant de leur zone de confort pour échanger un petit peu pour répondre un peu à la philosophie, à la Edgar Morin de la pensée complexe, c'est-à-dire qu'on doit mettre des talents différents, des connaissances différentes pour aborder les enjeux de ce monde. Carta Academica, d'ailleurs, produit chaque semaine une carte blanche qui est postée sur le site du Soir et qui nourrit le débat déjà depuis plusieurs semaines. Et maintenant, on fait quoi? Quelle relance? Quel monde d'après? Avec quels moyens? Comment éviter de laisser des pans de population en dehors de cette dynamique qui est en train de se mettre à l'œuvre ou en tout cas qui devrait se remettre à l'œuvre? Ce sont ces questions qui vont être débattues ce soir pendant près de 1h30. L'idée, c'était aussi que vous nourrissiez le débat de vos questions, ce que vous avez fait sur notre site internet. Donc nous avons repris certaines de vos questions que nous poserons en direct à nos invités. Et c'est un fameux panel que Carta Academica nous permet de réunir ce soir au soir pour vous. Donc il y a Christine Mailly, qui est la présidente du réseau belge de lutte contre la pauvreté, qui a une grosse actualité cette semaine puisque c'est la journée de la misère, de la pauvreté, de la lutte contre la pauvreté demain. Il y a Isabelle Ferreras, qui est professeure de sociologie à l'UC Louvain, qui est aussi auteure d'un livre, un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Le Manifeste Travail, écrit avec Julie Batilana et Dominique Méda, qui a d'abord commencé par une carte blanche qui a été mondialement partagée au tout début du Covid, qui a eu beaucoup de retentissement, qui développe des idées originales justement sur la manière dont le travail peut être intégré dans la société, ou considéré dans la société. Il y a aussi Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. Donc ces trois personnes-là sont en direct avec vous, venez de les voir. Et puis à distance, en distanciel, de chez lui, on a Paul de Grau, qui est professeur d'économie à la London School of Economics, qui était un professeur de la KUL et qui était député au VLD, mais qui aujourd'hui est un homme qu'on voit régulièrement pour alimenter avec fougue et avec beaucoup d'originalité les débats qui lient aussi les enjeux économiques et de société. Alors, le terme de débat était peut-être un peu impropre ici parce qu'on ne va pas se le cacher, les 4 personnes qui sont réunies aujourd'hui ont quand même pas mal de zones de convergence et de toute façon l'idée n'était pas de faire une polémique, il y en a beaucoup, il y en a assez. Le but est surtout de nourrir la réflexion, la vôtre, celle des hommes politiques, la nôtre, à nous les médias, mais de nourrir le débat qui est en cours aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à beaucoup d'endroits et il y a besoin de beaucoup d'input intellectuel, d'intelligence ou de gens qui réfléchissent dans le temps long pour nourrir des enjeux qui aujourd'hui ont malgré tout un peu une dimension très court terme. Vous pourrez revoir les extraits de ce débat sur le site du Soir. Carta Academica le fera circuler aussi. C'est d'autant plus nécessaire qu'évidemment on est dans un journal, l'actualité est brûlante et bon, les circonstances font que nous faisons ce débat en même temps que se déroule l'actualité, une actualité très importante, assez cruciale, qui est liée à ce Covid. Et avant de nous lancer justement dans les 3 thèmes qu'on voulait aborder, puisque les 3 thèmes portent sur l'écologie, quelle transition écologique, ce qu'on va pouvoir, comment concilier justice sociale, justice fiscale, comment est-ce qu'on peut financer un plan de relance et en tout cas quelle ampleur ce plan de relance. Moi je me suis dit en préparant le débat, je me suis dit mais est-ce que tout ça a du sens finalement? Est-ce qu'aujourd'hui l'urgence n'est pas ailleurs? Est-ce que ces questions-là, on ne doit pas les reporter à plus tard et mettre toutes nos forces et nos intelligences sur comment combattre le virus, comment faire les soins palliatifs pour cette économie qui est petit à petit en train de glisser? Je voulais vous demander votre sentiment. Isabelle Ferreras, est-ce qu'il n'y a pas une autre urgence qui est là? Est-ce qu'on répare? Est-ce qu'on fait une nouvelle maison en briques? Alors que, comme disait d'ailleurs le Premier ministre Alexander De Croo, l'incendie est à la maison, ce n'est pas le moment de reconstruire une nouvelle. Bonsoir à tous. D'abord, merci d'organiser ce débat. Je pense qu'au contraire, c'est vraiment absolument le moment parce que, à mon sens, la métaphore n'est pas très bonne. C'est pas la métaphore de l'incendie ici qui va nous aider. C'est plutôt effectivement le terme de crise qui peut nous guider ici dans notre compréhension des choses, je pense.
Parce que le terme de crise dont on parle tout le temps, c'est la crise du Covid. L'étymologie du terme de crise, Michel Serres a beaucoup écrit là-dessus. Il nous rappelait qu'en fait, la crise, elle vient de l'ancien grec et elle parle de l'état du malade qui, face à la maladie, doit en fait absolument transformer son état s'il veut guérir et s'il veut passer au-delà. Et donc, c'est maintenant que nous sommes dans un état où notre société, effectivement, est incapable et malade pour faire face à cette crise du Covid, que nous devons transformer notre état et surtout pas rester dans le monde d'avant. En quelque sorte, le monde d'après, c'est déjà maintenant, parce que cette crise, elle va être longue, cette crise, ça va durer, et je pense que maintenant, il est temps que nous comprenions tous que ça va durer des mois, des années, et qu'il faut arrêter des politiques à la petite semaine. Paul de Grau ? Oui. Oui. Moi, je voulais vous demander, est-ce qu'on peut décider sur des matières aussi importantes que la transition écologique, la justice fiscale, la justice sociale, la reprise ou la relance, alors qu'on est dans un état d'incertitude totale? On ne peut même pas, au montant qu'on pouvait estimer nécessaire pour faire une politique de relance ou pour la transition écologique, risque de s'ajouter des montants colossaux dès lors qu'il y aurait un effondrement économique consécutif à cet arrêt de la machine économique liée au Covid. Oui, je crois qu'en effet, le choc économique qui est produit par le virus est tel que sans intervention de l'État, le bâtiment pourrait s'écrouler. Hein. Donc, ce n'est pas vraiment l'incendie, mais c'est l'écroulement d'un bâtiment. Et donc, l'État, en ce moment, doit surtout se préoccuper d'éviter que la maison s'écroule. Et elle le fait, en fait, depuis mars de cette année, en ayant un déficit budgétaire qui maintenant atteint 50 milliards d'euros. Donc, et tout cela est nécessaire afin de faire de sorte que le virus n'introduit pas de dégâts permanents à la structure économique. Et là, moi, dans un certain sens, je suis optimiste, c'est-à-dire la pandémie, c'est quelque chose de temporaire. Hein. On l'a connu dans le passé. Il y a eu l'histoire de la grippe espagnole pendant la période 1918-19. Ça a duré 2 ans. Et après ça, c'était fini. Et plus personne n'en parlait. Moi, je dois dire que quand j'étais à l'école, on étudiait l'histoire. On n'a jamais fait allusion à cette crise. Elle s'est passée. Donc, moi, je crois que de même aujourd'hui, c'est une crise temporaire. Et donc, l'État aujourd'hui doit faire de sorte que cette crise ne dégénère pas, n'aboutit pas à une situation où une grande partie des entreprises fassent faillite, où les gens n'ont plus de revenus. Donc, c'est ça ce qu'il faut faire aujourd'hui. Au moment où la pandémie sera terminée, il y aura la relance qui se fera automatiquement. Les gens qui ont maintenant, ils ne consomment pas, les entreprises n'investissent pas ou très peu. À ce moment-là, il y aura une reprise qui, à mon avis, sera assez forte. Ceci étant dit, je suis bien sûr tout à fait en faveur d'une politique écologique et d'investissement dans l'environnement. Mais ça ne fait pas part d'une relance. C'est quelque chose à long terme qu'on doit débuter aujourd'hui, qu'il faudra faire le plus vite possible. Mais ça ne fait pas partie d'une relance. Les investissements, ça prend des années. Et donc, il ne faut pas espérer que ces investissements-là auront des effets forts sur la relance. Et là, je crois qu'il faut plutôt avoir confiance dans le fait que quand la peur du virus aura disparu, la relance sera automatique. J'ai une petite question complémentaire pour vous, Paul de Grau. On a vu hier que le Belvinte à Bruxelles atteignait son plus bas depuis 10 ans. On voit que tous les marchés financiers sont en grande difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas, planant au-dessus de doubler de cet effondrement économique, fatalement, ou de cette idée qui est quand même historique d'une économie à l'arrêt globalement de façon aussi spectaculaire, avec, vous le dites, les États qui peuvent faire du soin palliatif, mais ça ne sert à rien de subvenir aux besoins des compagnies aériennes ou de relancer le tourisme dès lors qu'on ne peut pas voyager. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effondrement boursier, c'est-à-dire de crash à la façon 1919-1930, parce que c'est un peu le repère qu'on a. Est-ce qu'il y a un risque que les gens paniquent d'autant plus qu'ils voient leurs économies, leurs plans de retraite, tout partir en fumée dès lors qu'il y a une telle méfiance dans le système économique?
Mais tout dépendra de la réaction des autorités publiques. Pendant la Grande Dépression, on a vu que les autorités publiques n'ont pas produit les politiques nécessaires. C'est-à-dire, on a directement essayé de balancer l'équilibre, donc d'aller vers l'équilibre budgétaire. Les autorités monétaires se sont refusées à augmenter la masse monétaire et ça a été à la source d'un emballement et d'une implosion économique. Ici, aujourd'hui, jusqu'à présent, les autorités ont réagi de la bonne façon. Ils ont, en augmentant les dépenses, en augmentant les déficits budgétaires et la dette et la monnaie, on est parvenu à maintenir un système économique qui fonctionne et qui continuera à fonctionner dès que la pandémie est terminée. Donc, je n'aime pas beaucoup le terme que vous employez, ce sont des soins palliatifs. Soins palliatifs, ça veut dire que, en fait, le patient va mourir, hein, mais l'économie ne va pas mourir. C'est quelque chose de temporaire. Quand la pandémie aura abouti, la relance se fera automatiquement. Mais, je répète, il faudra aussi, à ce moment-là, et peut-être aujourd'hui déjà, faire tous les investissements nécessaires pour pouvoir faire face au défi qui est encore beaucoup plus substantiel, c'est-à-dire le défi écologique. Ça me semble être un défi beaucoup plus important que le défi pandémique. Alors justement, Monsieur Nicolas Van Nuffel, donc vous êtes président de la Coalition Climat. Aujourd'hui, là, maintenant, à l'heure où nous parlons, nous venons d'apprendre que les cafés, les restaurants, l'Horeca va fermer pour 1 mois, 4 semaines. C'est en fait énorme. Est-ce que vous vous dites pas, à un moment donné, voilà, comment venir avec une discussion sur les voitures de société, le péage urbain? Est-ce que ça ne doit pas attendre un petit peu que les gens retrouvent une espèce de sérénité par rapport à leur mode de vie, en fait, qui est tout à fait bousculé? Alors oui, dans l'urgence, il faut gérer l'urgence. Maintenant, je dois dire que moi, je ne partage pas l'optimisme de Paul de Grauw sur la durée de la crise. Je pense que ça pourrait vraiment durer. Je rappelle que d'autres crises économiques sont passées avant et que les redémarrages ne se font pas de façon automatique. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que je pense que le fait que le bâtiment risque de s'écrouler, ça ne date pas du mois de mars. Je pense que depuis 40 ans, on a, tant en matière économique que sociale et environnementale, on a miné les fondations du bâtiment. Donc d'abord, dans le domaine économique, il y a eu une financiarisation gigantesque de l'économie qui a miné la solidité des entreprises parce que l'important, c'est les 15% pour l'actionnaire. Deuxièmement, et Christine Mailly en parlera beaucoup mieux que moi, on a accéléré les inégalités sociales de façon gigantesque. Et troisièmement, alors, il y a la crise environnementale qui ne date pas d'il y a 40 ans, mais qui s'accélère. Et je rappelle que ce Covid-19 qu'on vit maintenant, il est aussi un signal et un symptôme d'un mal développement et d'une mauvaise gestion de notre relation avec la nature. Ça n'a rien à voir avec le dérèglement climatique, ça a à voir plutôt avec les questions de notre rapport à la nature et à la biodiversité. Mais je pense que cette crise aiguë que nous vivons aujourd'hui, elle est le symptôme d'une multiplication de crises. Alors, d'évidence, aujourd'hui, il y a des mesures de très court terme qui doivent être prises pour que nos indépendants, les cafetiers, les restaurateurs, etc., tiennent le coup. Ça, c'est une évidence. Mais les mesures qui vont venir après, on doit déjà les penser maintenant, je pense. Et je pense qu'elles doivent se penser pour enfin réconcilier ces trois dimensions sociale, économique et environnementale. Et je reviens à votre introduction, et je vous remercie pour ça, de se donner le temps de se parler, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et de parler de long terme. Et je pense que l'initiative que vous prenez aujourd'hui, et on peut remercier Carta Academica et le soir de le faire, elle nous donne l'opportunité de penser à long terme, même dans la crise. Je pense que s'il y a bien un moment où il faut regarder loin, c'est le moment où on est dans une crise. C'est le rôle du capitaine. J'avais une question pour Paul de Grauw, qui a un peu connu les milieux politiques. Et est-ce que le politique, parce que le monde académique sait penser long terme et agir court terme dans la gestion des universités, etc. Mais est-ce que le monde politique, et notamment le gouvernement qui est en place maintenant, a la capacité de mener de front à la fois une crise de court terme inédite, lourde, extrêmement urgente, et en parallèle de mener une réflexion de long terme? On le voit par exemple pour le gouvernement wallon, qui devait faire Get Up Wallonia, qui est une relance de l'économie wallonne dont on ne voit pas les premiers signaux, et qui est empêtré dans la gestion d'une urgence sanitaire et n'arrive pas à tracer des lignes sur le futur. Est-ce que vous pensez que l'homme politique peut faire les deux, que le gouvernement ici peut faire les deux? Non, c'est impossible. Donc maintenant, l'urgence de cette crise est telle que ça prendra 95% du temps de réflexion et d'action
du monde politique en Belgique, et pas seulement en Belgique, on le voit partout, hein, c'est la même chose partout. Et donc, je ne crois pas qu'on peut mener en même temps une politique de long terme. C'est dommage, je voudrais bien autrement, mais mon observation du monde politique est telle que je n'y crois pas. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions à ce sujet. J'espère qu'au moment où la pandémie sera terminée, et là je suis relativement optimiste, hein, donc c'est quelque chose de passager, qu'on pourra reprendre alors les grands défis qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus importants que la pandémie. Mais qu'est-ce que vous appelez passager? Parce qu'ici sur le plateau, il y a un peu de controverse là-dessus. Passager pour vous, c'est 2 ans? Pour moi? Oui. Là, je ne peux pas me prononcer, moi je ne suis pas virologue, donc je ne peux pas le dire, mais il me semble que oui, ça pourrait durer 2 ans, oui, c'est quelque chose. Le temps long de l'économiste, hein, oui. Madame Mailly, Christine Mailly, aujourd'hui, donc, on apprend que les cafés, les restaurants vont fermer, ce n'est pas une des seules mesures. Bon, c'est très difficile pour les patrons de ces cafés, de ces restaurants qui sont en difficulté, mais pour les consommateurs, à certains moments, on pouvait se dire que finalement, bon, on se prive d'un restaurant, d'aller boire un verre le soir, d'aller au cinéma. C'est difficile pour ceux qui produisent, mais pour ceux qui consomment, ce sont parfois des éléments, peut-être pas de luxe, mais un confort de vie que n'ont pas certaines personnes qui sont précarisées. Est-ce que vous trouvez que aujourd'hui, quand on annonce ces nouvelles-là, qu'il y a une forme d'égoïsme peut-être pour ceux qui vont dire « Oh, c'est terrible, je suis confiné chez moi », alors que la crise touche de façon beaucoup plus spécifique, mais beaucoup plus anonyme finalement, et beaucoup plus cachée, des populations précarisées dont vous vous occupez en fait? Oui, mais cette crise sanitaire, en fait, elle arrive sur un terreau d'inégalité, hein, il ne faut pas l'oublier. On parle de fondation, on parle etc. Mais on est quand même dans une société où le pourcentage de pauvreté pour un pays riche est extrêmement élevé, où des écarts inégalitaires ne cessent de se creuser, et où cette crise-là sociale est dénoncée depuis un certain temps à travers les différentes législatures, et plutôt que d'aller vers une réduction, on va vers une augmentation permanente. Et donc, évidemment, la crise sanitaire, elle arrive sur ce terreau-là. Qu'est-ce qu'elle a fait, la crise sanitaire? Si on regarde bien, malheureusement, la mémoire oublie vite. Hein. Dans la première période du confinement, elle a été un révélateur incroyable de la crise sociale. On a vu comment on courait après les gens dans la pauvreté, se demandant comment on allait prendre en charge au niveau de la santé, comment on se posait la question des maisons de repos, comment on se posait la question des sans-abri, des personnes âgées isolées chez elles, etc. etc. Et c'est devenu comme ça, comme un effet loupe en se disant, mon Dieu, cette société est désemparée, en fait, mais elle l'était avant désemparée, mais elle faisait semblant d'être organisée. Et moi, ce que je crains, c'est que ça fait des années qu'étant dans la lutte contre la pauvreté, j'entends des gouvernements qui me disent tout le temps « Madame Mailly, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on ne peut pas réfléchir à long terme et on ne peut pas investir pour arriver à une dynamique de prévention plutôt que de courir derrière le curatif. » Il y a des années qu'on nous dit ça, pour toute matière. Alors ici, on est sur quelque chose où, en effet, le curatif doit être massif. C'est immédiatement qu'il faut sauver l'économie, etc. Sans oublier quand même que les ménages font partie de l'économie. Hein. Donc il faudrait aussi penser à sauver le revenu des ménages, et notamment les revenus des ménages les plus faibles. Hein. Si vous donnez plus d'argent demain à cause de cette crise aux ménages les plus faibles, ils l'injecteront directement dans l'économie, ce que ne feront pas les ménages plus argentés. Donc il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Alors moi je suis partagée par rapport à ce que M. De Grauw dit, de se dire on ne peut pas réfléchir le court et le long terme. Je pense qu'on n'est pas dans une société où il n'y a que du politique et que les politiques réfléchissent beaucoup trop d'une mandature à l'autre, évidemment. Il y a aussi toutes sortes d'acteurs dans cette société qui réfléchissent le long terme depuis longtemps. Faudrait-il réconcilier le fait d'être écouté en tant qu'acteurs qui pensent le long terme, non pas comme des doux rêveurs, mais comme des gens qui voient une perspective. Ça ne dit pas que les politiques ne voient aucune perspective, mais ça dit qu'ils ne s'y intéressent pas à cette perspective. Si je le ramène tout simplement, et je conclue avec ça, sur la pauvreté, il y a des années qu'on gère le sans-abrisme, alors qu'il y a des années, mais il y a des années, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qu'on aurait pu décider de dire quelle politique mettons en place pour qu'on n'élimine pas les sans-abri, mais le sans-abrisme. Ça fait des années qu'on gère de l'aide alimentaire. Comment ça se fait qu'on n'a pas eu des politiques qui réfléchissent comment les gens ont assez d'argent dans leur portefeuille pour pouvoir les consommer dans les magasins et non pas aller quémander les restes qui émanent de la production industrielle ou du portefeuille des riches, enfin, ou des commerces des riches. Donc, je pense qu'il y a au contraire une opportunité ici à se dire, bien sûr, il faut agir sur le plan sanitaire, sur l'économie, etc. Mais on ne peut pas se passer, je trouve, des endroits et des espaces qui relient ces éléments de fond qui sont les mêmes.
Alors, nous allons aborder les 3 thèmes que nous avons choisis, mais une dernière question sur cette... Parce que ce que vous avez dit, M. De Grauw, était très catégorique, mais très désespérant. J'ai vu qu'Isabelle Ferreira se saisissait en disant... alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de lui poser une question en disant, mais alors, où se fait la décision pour le long terme? Est-ce qu'il y a une instance quand même politique qui peut prendre en charge un peu le long terme pendant que les autres sont occupés à sauver l'essentiel? Isabelle, je ne sais pas. Oui, peut-être 2 petits points pour réagir à ce que disait Paul De Grauw. Je pense que 2 ans, c'est énorme. Quand vous êtes déjà au chômage, par exemple, si vous prenez le chômage de longue durée à Bruxelles ou en Wallonie, c'était le chômage de longue durée. Les chômeurs qui sont inscrits au Forum ou Actiris, c'est déjà 60% d'entre eux sont dans du chômage de longue durée. Alors aujourd'hui, nous avons toutes ces mesures grâce à notre système de sécurité sociale qui est quand même assez extraordinaire et il faut s'en féliciter. Vous voyez la différence que ça fait par rapport aux États-Unis, par exemple. Mais quel message on envoie à ces gens-là qui sont dans un chômage de longue durée, vont voir arriver petit à petit toute une série de nouveaux chômeurs. Mais pour eux, 2 ans, c'est leur vie. Donc on est en train d'envoyer des signaux aux gens qui sont en fait des signaux où on leur dit, vous êtes inutile. Pendant tout ce temps-là, vous êtes inutile. Et ce qui est... moi, je dirais révoltant, c'est qu'en fait, on a plus besoin que jamais d'une mobilisation de travail humain, parce qu'on sait que pour faire face justement à la grande crise qui est là devant nous, c'est la crise climatique, on a besoin plus que jamais de travail humain. Et donc, comment est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'envoyer des signaux aux gens qui sont inutiles, alors qu'on a besoin de créer tous les postes de soins aux personnes, de soins à la planète, pour lesquels il y a tellement de gens qui voudraient être utiles? Paul De Grauw, une réponse, une réflexion à ça? Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut essayer de le faire. Nous autres, moi, je n'ai pas voulu impliquer que nous, on ne doit pas réfléchir et qu'on ne doit pas formuler des solutions à ces grands défis de l'inégalité et de la planète. Mais j'ai simplement constaté que aujourd'hui, le monde politique sera monopolisé par la crise sanitaire. Je voudrais bien autrement. Je voudrais que tout cela, comme Isabelle vient de le dire, soit une réalité, mais j'ai tout simplement constaté que ce sera très difficile de le faire. Hein. Donc, mais ceci étant dit, bien sûr, il y a moyen aussi de faire un certain nombre de choses. Par exemple, il faudra un système de sécurité sociale qui permet aux gens qui perdent leur travail au moins d'avoir un revenu décent avec lequel ils peuvent avoir une vie humaine. Mais l'État, aujourd'hui, ne pourra pas créer les emplois. Hein. C'est pas réaliste. Moi, je voudrais bien, mais ça ne se fera pas. Il faudra attendre que la pandémie soit terminée afin que le système économique puisse redémarrer et à ce moment-là, on peut attacher tous ces programmes afin de alors ici, il y a polémique. Et donc, je vais demander à Nicolas Van Nuffel, est-ce qu'on va reporter, finalement, ça revient un petit peu à ça si je traduis ce que Paul De Grauw dit, est-ce qu'on va devoir reporter les objectifs climat parce que pendant 1 ou 2 ans, là, on va avoir autre chose à faire? Non, sûrement pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en train de le faire. Donc ça, si je m'arrête simplement à la question climatique, aujourd'hui, malgré les tentatives de la Belgique ou de certains acteurs en Belgique de freiner la décision, l'Europe s'apprête à prendre des décisions majeures en termes de climat. Et notamment, ce que nous avons commencé à demander dans la rue à partir de décembre 2018, c'était qu'on fixe d'abord un objectif très clair de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% pour 2030 pour arriver à la neutralité carbone au plus tard en 2050. Je dois vous dire que quand j'étais sur le podium de la Grande Marche pour le climat qui est passée pas loin d'ici le 2 décembre 2018, honnêtement, j'aurais jamais espéré qu'on ait la Commission européenne qui propose le degré d'ambition qu'on demandait, le Parlement européen qui en demande même plus aujourd'hui. Et on a une majorité qualifiée quasiment au Conseil. Vous savez que pour décider en Europe, il faut 15 États membres qui sont d'accord, qui représentent 65% de la population européenne. Il est à peu près sûr qu'on l'aura. Et donc l'Europe, elle avance sur ces questions-là. Et de nouveau, la question, c'est est-ce qu'on déconnecte cette question-là en disant on va continuer à avancer tout en gérant la crise de la pandémie aujourd'hui, ou est-ce qu'on répond à cette urgence de penser à long terme et de réconcilier les différentes dimensions
en relançant nos systèmes de santé, en luttant contre les inégalités, etc., tout en abordant cette crise climatique qui n'est qu'un symptôme parmi d'autres du fait que les fondations vont mal. La difficulté, c'est qu'on parle d'une transition. Donc déjà, la transition écologique posait un certain nombre de questions à certaines industries, à certains employés. On a vu cette semaine, au début de semaine, je pense, ce sont les employés des centrales nucléaires, les ingénieurs, qui sont allés dire « mais nous, qu'est-ce qu'on va devenir si vous arrêtez nos centrales ?» Donc il y avait déjà un risque de difficultés de factures économiques à payer entre le moment où on arrête certaines activités qui sont polluantes et où on démarre celles qui génèrent de l'activité. On l'a vécu à l'époque avec la sidérurgie et la transition du charbon aussi en Belgique, en Wallonie particulièrement. Donc, est-ce qu'on peut ajouter un mal à un autre mal? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on a un arrêt économique dû à une situation sanitaire auquel on ajouterait des pertes d'emploi et une récession économique liée au fait qu'on est dans la transition écologique et que ça demande un peu de souffrir pour arriver au Graal vert, je veux dire. Je commence à répondre. Oui. C'est exactement ce que Roosevelt a fait en 1933. Donc il est élu en 1932, l'Europe s'enfonce dans les fascismes à ce moment-là, les États-Unis auraient pu tomber dans le fascisme aussi, il ne faut jamais oublier ça. Et quand Franklin Roosevelt arrive au pouvoir aux États-Unis, il dit « je vais massivement investir dans l'économie, massivement créer des emplois et je vais transformer l'économie américaine pour la relancer ». Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on appelle un nouveau Green Deal, un Green New Deal, pardon. L'idée, c'est qu'on transforme à nouveau notre économie. Et je voudrais rappeler sur la question de l'emploi que toutes les études montrent que si on y va, à cette transition sociale et écologique, on va créer plus d'emplois qu'on ne va en perdre. Donc, en Europe, on crée plus d'emplois qu'on en perd, mais en plus, l'excellente nouvelle, c'est que la Belgique est, des 27 États membres de l'Union européenne, le pays qui a le plus à gagner à y aller. Ça ne veut pas dire que personne ne va perdre son emploi. Ça veut dire qu'on doit avoir un mécanisme de transition juste, c'est comme ça que l'Organisation internationale du travail l'explique, qui consiste à former les ingénieurs pour qu'ils puissent changer de boulot, à renforcer la sécurité sociale, qui a un rôle gigantesque à jouer dans les 30 ans qui viennent. Il faut qu'on arrête de cracher sur la sécurité sociale. Elle est essentielle, c'est un mécanisme économique et social qui doit devenir aussi un mécanisme de protection environnementale. Je pense que ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est qu'on doit avancer avec les secteurs économiques. Je pense que l'erreur qu'on a faite jusqu'ici, ça a été une erreur d'opposer l'économie et l'environnement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se mettre à table avec chacun des secteurs économique et dessiner un chemin qui nous explique comment le secteur va évoluer vers 2050, tout en sachant qu'il y a certains secteurs qui sont voués à disparaître. Et vous parliez de Wallonie, je pense que c'est l'excellent exemple de ce qu'il ne faut pas faire. En Wallonie, on a voulu prolonger l'économie du charbon le plus loin possible, sans préparer la suite. On a eu un chancre économique. Je pense que c'est ce qui menace l'économie du port d'Anvers pendant 30 ans, si on n'agit pas dès aujourd'hui. Isabelle Ferreiras. Oui, si je peux ajouter un point tout à fait dans cette lignée, c'est que ce que Roosevelt a fait aussi, c'est en fait proposer ce qu'on peut appeler aujourd'hui une garantie d'emploi pour tous. C'est-à-dire l'idée que, justement, pour avoir un mécanisme qui va intervenir vraiment au niveau de la vie de chaque individu, pour pouvoir envoyer le signal que chaque individu qui serait menacé par cette transition, dont l'emploi serait menacé par cette transition, ou qui se trouve au chômage dans une situation de dépression économique comme celle dans laquelle nous sommes entrés, eh bien cette garantie serait la mise en œuvre de ce que l'article 23 de la Constitution belge prévoit, pareil l'article 23 de la Déclaration universelle des droits humains, qui est le droit au travail. Tous les individus ont le droit au travail, c'est le choix de pouvoir se rendre utile s'ils le souhaitent. Et donc nous pouvons imaginer aujourd'hui, et si on avait déjà fait ça il y a 6 mois, on aurait déjà une capacité à créer des postes là où on en a besoin, en plus de renforcer les services publics qui en ont besoin, de créer les postes dont nous avons besoin pour cette reconversion écologique, pour parler comme Dominique Méda. Et si je peux faire juste un lien avec la situation sanitaire, j'entendais ce matin que face à la recrudescence du virus, on se met à réembaucher des gens dans des call centers. Mais vous rendez compte ce que ça veut dire au niveau vraiment de la vie des individus. On a recours à des agences d'intérim pour embaucher ces personnes. Ça n'a aucun sens. Il faut là se rendre compte que nous devons renforcer les services publics avec des postes de qualité
pour des gens qui vont être dévoués aux missions qui nous sont essentielles. Et nos États aujourd'hui doivent effectivement se renforcer pour pouvoir assurer les biens premiers dans une société, la santé, la sécurité, etc. Paul De Croo, est-ce que vous pensez qu'il y avait plusieurs projets qui sont sur la table, des exemples concrets? Donc, par exemple, il y a le dossier très symbolique des voitures de société, où le coût pour les contribuables belges est de 2,3 milliards par an selon une ONG européenne qui a été citée par nous, par le soir. Et l'accord du gouvernement De Croo prévoit que ces voitures de société soient neutres en carbone d'ici à 2026. Alors, est-ce que c'est là qu'il faut mettre l'effort, ou est-ce qu'on se trompe? Est-ce que finalement le pouvoir public ne doit pas surtout développer une politique de mobilité alternative en investissant dans les transports publics qui permettent finalement de vraiment sortir de ces rapports à la voiture? Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire une telle transition. Et donc, je ne vais pas créer de malentendus, hein, comme si moi je suis le type qui ne veut pas entendre de politique qui doit préserver l'environnement. Donc, je suis tout à fait pour, j'ai toujours insisté à ce que les autorités publiques investissent beaucoup plus massivement dans des modes de transport différents. Donc, ça reste ma priorité absolue. Donc, et j'espère qu'on puisse continuer à le faire. J'ai seulement voulu dire que l'état de crise étant ce qu'elle est, je crains que le politique n'aura pas beaucoup d'attention à ce problème-là. Je voudrais aussi revenir un peu sur ce qu'on a dit sur la Grande Dépression, parce qu'il y a parfois quand même un problème en voulant comparer la crise telle qu'on la connaît aujourd'hui, la Grande Dépression des années 30. Quand on voit ce qui s'est passé à cette période, on est frappé par l'évidence qui est la suivante. La crise a commencé en 29. Et il y a eu un déclin de la production du PIB qui a été soutenu pendant à peu près 3 à 4 ans. Donc, un déclin continu, de sorte que vers 32-33, la production avait diminué de 40% à peu près. Et c'était en fait relativement lent comparé à ce qu'on a vu maintenant avec la pandémie. Donc, la pandémie a introduit un choc énorme, beaucoup plus vaste et beaucoup plus vite que la Grande Dépression, mais on a aussi vu que au mois de juin, quand il y avait une certaine évidence que peut-être ça passerait, il y a eu un rebond fantastique. Et la raison est la suivante. En fait, la Grande Dépression, c'était aussi une crise des banques, une crise bancaire. Et les banquiers ne voulaient plus investir. Donc, et l'investissement était tombé à zéro pratiquement. Et donc, il était nécessaire qu'un président comme Roosevelt entraîne un nouveau investissement qu'il a fait, bien sûr. Mais aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. Quand la peur de la pandémie aura disparu, les investissements privés se feront de façon quasi automatique. Ceci étant dit, bien sûr, il faut continuer et beaucoup plus investir publiquement dans l'énergie, d'autres énergies, d'autres modes de transport. Moi, je suis pour, mais je voudrais quand même dire que les deux, on peut pas facilement mélanger ces deux choses. La crise, il faudra la gérer, et l'attention des politiques étant limitée, c'est ce qu'ils feront de façon presque inévitable. Oui. Et essayons-nous de leur dire, mais il y a d'autres défis qui sont sans doute plus importants, de sorte qu'ils soient prêts à aller à l'action. Christine Mailly ? Oui, mais je voulais interagir avec ce qui s'est dit et puis aussi en réaction à ce que M. De Croo dit maintenant. On dit qu'il est possible d'agir sur le climat, etc., mais il est possible d'agir sur le social au service du climat, et le faire à travers aussi de l'emploi, et le faire aussi à travers les déterminants de la santé qui permettraient d'avoir un système de santé beaucoup moins coûteux si on est arrivé à ce que les gens n'arrivent pas à l'hôpital en situation chronique et aiguë, etc. Je ne parle pas de la crise sanitaire, ici je parle de la santé en général. Mais ici on a un de nos lecteurs qui dit, Jean-Louis Dantine, qui dit c'est une erreur de lier justice sociale et environnement,
que ce n'est pas que c'est un peu contradictoire en fait. Non, c'est pas du tout contradictoire. Vous savez, une des choses qui existe dans notre pays pour le moment et qui est dramatique dans la réalité de la vie des gens, c'est la qualité du logement. On a du vieux logement en mauvais état avec de l'humidité, de l'insalubrité, de l'énergie qui fuit par les fenêtres. Demain, vous agissez à travers de l'emploi, de la qualité de rénovation, etc. Vous allez faire de l'emploi, vous donnez du boulot à des gens, du boulot pertinent et intéressant pour le climat, et vous permettez aux gens d'être mieux logés. Et il faut évidemment agir sur les prix. Il ne faut pas permettre une inflation que les propriétaires conduiraient vers le haut pour que ça empêche les locataires de pouvoir rester dedans. Et donc, vous mettriez les gens dans de meilleures conditions de vie, ça serait meilleur pour leur portefeuille, meilleur pour leur santé, donc préventif, et meilleur pour la planète. Mais vous faites ça au niveau de la mobilité, idem. Demain, vous développez de l'emploi sur la mobilité collective, etc. Mais vous permettrez aux gens de se porter mieux, vous permettrez à des travailleurs de travailler, etc. Vous faites la même chose sur l'alimentation. Aujourd'hui, il y a toute une partie de l'alimentation qui s'alimente mal parce qu'elle est obligée d'aller vers la grande distribution dans des produits de mauvaise qualité parce que le portefeuille n'y est pas. Demain, vous soutenez la production locale, vous soutenez l'acquisition des terres, vous soutenez les investisseurs dans ce domaine-là, les investisseurs localisés, et vous permettez qu'une économie se développe pour que les prix baissent un peu et que tout le monde puisse y accéder, vous allez réussir au plan santé, vous allez réussir au plan emploi, et vous réglerez des problèmes sociaux. Donc c'est vraiment une erreur de dire que c'est pas lié. Et lutter contre la pauvreté, c'est ça. C'est pas conduire les gens au CPS, c'est agir sur ces politiques structurelles-là au profit du climat, du bien-être social et de l'économie. Oui. Parce que si les gens vont mieux, ils participeront à l'économie. Madame Mailly, justement, j'ai cru comprendre que, parce qu'on dit si le politique a beaucoup de choses à faire urgemment, Monsieur de Croo dit ça n'empêche pas les académiques de réfléchir ce que vous faites, mais j'ai cru comprendre aussi que au niveau des organisations qui sont sociales, en fait, qui sont pas para-étatiques, mais qui agissent au sein de la société, il y a une sorte de plateforme de convergence d'intérêts, et notamment, par exemple, que quelque chose comme Greenpeace est associé aujourd'hui à la lutte contre la pauvreté, parce qu'il y a comme des coalitions d'intérêts, en fait. Mais en fait, il y a des gens qui se rencontrent et qui, à un moment donné, acceptent d'écouter ce qui se passe sur le territoire de l'autre sans a priori. C'est ce qui s'est passé avec Greenpeace. Greenpeace, en fait, il y a 2 ans, ne pensait pas à tous ces problèmes-là. Et puis, on s'est retrouvés quelque part. Et puis, Greenpeace s'est mis à écouter en se disant « Mais bon Dieu, nous, on défend que le climat un peu comme si c'était désincarné de la réalité sociale. » On s'est retrouvés sur leur bateau à Anvers quand il est venu, avec des personnes en situation de pauvreté qui ne sont pas venues parler de vouloir aller au CPS ou de se plaindre de leur portefeuille, qui sont venus dire « Je suis mal logé, j'aurais bien voulu rénover, impossible d'arriver à des primes, si je suis locataire, il faut préfinancer, ça ne marche pas. » Je ne sais pas me déplacer, j'ai une vieille bagnole et on risque de me taxer et donc je vais être sanctionné alors que je n'ai pas le portefeuille et qu'il me la faut. Je mange mal parce que, etc. Et c'est là, dans cette rencontre, a commencé à converger la réalité des enjeux communs, qui fait qu'aujourd'hui, on dit bien résoudre toute une partie du champ social. Mais le champ social, n'oublions pas que le mot social, il ne veut pas dire aide sociale, assistance sociale. Il veut dire réalité d'organisation de la société avec une capacité contributive de tous et l'aide de l'État, parce que moi je fais partie de l'associatif, mais je défends évidemment fondamentalement l'importance de l'État dans cet enjeu-là, l'importance des services publics et l'importance majeure qu'on disait tout à l'heure de la sécurité sociale, mais on sait relier tout ça, c'est possible de relier tout ça. Et aujourd'hui les gens sont de plus en plus conscients dans des tas de classes sociales. Mais il faut un élément catalyseur, il y a des acteurs qui sont déjà catalyseurs, il faut que le politique dégage du temps pour être catalyseur aussi. Ça veut dire que la lutte contre la transition écologique se fait mieux dès lors que les écologistes ou les partisans de la première heure sortent de leur silo? Oui, mais l'histoire de la coalition climat, c'est ça. Oui. La coalition climat, c'est pas une fédération d'ONG environnementales. Vous y trouvez les syndicats, la Ligue des familles. Moi, je travaille dans une ONG de développement, au CNCD 1111, qui est la coupole des ONG de développement. Et donc, on a choisi, quand on a fondé la coalition climat il y a 12 ans, de sortir de nos zones de confort et justement de se parler. Et à l'époque, je me souviens, quand moi je suis arrivé à ce moment-là au CNCD 1111, faire se parler des ONG environnementales et des syndicats, c'était extrêmement difficile. Et puis chacun fait du chemin, on se parle, parfois le ton monte un petit peu, mais on s'ajuste, etc. pour que justement ces 3 dimensions économiques, sociales et environnementales puissent se rencontrer et qu'on puisse arriver avec un projet de transition de la société qui n'est pas un projet climatique, qui est un projet qui consiste, je sais ce que j'ai dit depuis le début de notre discussion, à réconcilier les 3, en ce compris, parce que Christine, tu disais, il faut de l'investissement de l'État, mais
isoler les logements sociaux, c'est bon pour les finances. Hein. Si vous isolez les logements des précaires, que ce soit les logements sociaux ou les logements privés, il y a des études qui montrent que chaque euro qui est investi dans l'isolation va être récupéré dans moins de 3 ans sur les soins de santé, parce que tout simplement, les gens vivront mieux, ils tomberont moins malades. Donc ce n'est pas mauvais pour l'économie d'isoler les logements sociaux. Isabelle Ferreira, ça rejoint un peu une idée que vous développez. Hein. C'est vraiment votre mantra aujourd'hui, c'est de ne pas se dire que le seul intervenant dans la décision économique, bon, il y a le politique bien sûr, mais ce n'est pas seulement le facteur capital, c'est le facteur travail. Et vous avez ce personnage qui intervient maintenant comme un acteur économique, qui est l'investisseur travail. En quoi cet investisseur travail, d'ailleurs, c'est peut-être bien que vous nous expliquiez un petit peu de quoi il s'agit, et en quoi il peut peser, lui, dans ses décisions vers plus de transition écologique, voire ici, parce qu'on ne peut pas l'ignorer aussi, une autre forme de politique de santé. Comment est-ce qu'il peut, lui, là où il est, agir et transformer la société ? Mais donc j'aimerais quand même faire juste un autre lien avec ce qui vient d'être dit, c'est que ce qui est vraiment criant dans tout ce que vous dites là, c'est qu'il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas s'en remettre au marché pour résoudre tous nos problèmes. Et c'est ce que nous appelons effectivement dans ce livre que nous venons de publier, démarchandiser. Démarchandiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire justement comprendre qu'il y a des biens premiers dans une société dont on ne peut pas s'en remettre au marché pour résoudre tous les problèmes. Et surtout pas, justement, tabler sur une demande solvable qui va résoudre les problèmes. Mais ça va demander effectivement un autre rapport à la puissance publique, parce que l'État va devenir alors ce que l'économiste britannique appelle Maria Mazzucato l'État entrepreneur, par exemple. C'est un rapport à l'État où la puissance publique va être vraiment un acteur qui va mettre ensemble les collectivités locales, les acteurs de la société civile qui ont des projets pour faire avancer toute une série d'enjeux. Évidemment, la reconversion écologique, elle est vraiment au cœur de ce principe-là. Et effectivement, on met aussi en avant un deuxième principe dans ce livre qui est la démocratisation du travail. Parce qu'en fait, ce livre, le Manifeste Travail, donc c'est vraiment une réflexion au départ du travail. Mais les sociologues considèrent que le travail, on peut le considérer comme un fait social total. C'est-à-dire c'est un fait social, c'est une activité pour ceux qui ont un travail qui en fait parle de l'entièreté de la société, qui parle de tous nos rapports à tant de niveaux. Et effectivement, dans cette réflexion sur le travail, nous avançons l'idée que ce que nous apprenons dans cette crise, c'est aussi, donc c'est pas seulement que on ne peut plus s'en remettre au marché pour résoudre nos problèmes. Il faut beaucoup plus de volonté publique pour résoudre les enjeux qui sont les nôtres. Mais on ne peut pas non plus continuer à traiter les travailleurs comme de simples marchandises. Et ce n'est pas nous qui l'affirmons, c'est l'article 1er de la déclaration de Philadelphie qui a été signée en 1944. Le travail n'est pas une marchandise, qui donc est un traité de l'Organisation internationale du travail. Et l'idée, là, c'est de considérer qu'en fait, les gens qui travaillent sont des investisseurs en travail. C'est-à-dire, ils investissent leur vie, l'entièreté de leur vie, leur corps. Dans une situation de pandémie, ils investissent leur santé. Et ceux qui sont confinés chez eux à essayer de faire tenir les missions de leur organisation, ils investissent leur santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, faire du travail en distanciel toute la semaine, c'est très très compliqué et ça va être très très dur, ce qu'on va voir dans les mois qui viennent. Ça veut dire qu'ils ont alors une part à la décision, qu'ils peuvent être acteurs au conseil d'administration quelque part, ils ont leur effectivement, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas en Belgique. La Belgique est un pays qui n'a pas du tout considéré des avancées qui ont été faites par exemple en Allemagne au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qu'on a fait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en Belgique ? Quand on a voulu témoigner du fait que les femmes qui étaient restées au pays avaient fait tenir la société, eh bien, on leur a octroyé la citoyenneté, on leur a donné le droit de vote. Et effectivement, notre réflexion, elle est dans cette lignée-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, et vous allez voir que mois après mois, les entreprises qui vont tenir, parce que moi, je ne pense pas que ça va être aussi automatique que ce que Paul de Grauw dit, dans le sens, je pense que nous allons voir beaucoup d'organisations qui malheureusement ne vont pas pouvoir tenir parce que ça va être très très compliqué.
Celles qui vont tenir, c'est parce qu'il y aura des humains qui auront fait tenir ces missions-là. Vous dites par exemple aussi, c'est pas tout à fait relié, mais c'est l'idée, c'est que par exemple si les infirmières avaient eu une voix plus prépondérante ou certains acteurs de la santé dans leurs organisations, on n'aurait peut-être pas manqué de masques. Mais bien sûr, et ça on l'a dit, on en a pris conscience, je pense, lors du confinement. Le secteur des soins aux personnes, et en particulier les infirmières, ont fait des manifestations année après année dans les dernières années parce que faisant face à des coupures dans leur budget et donc des pressions temporelles sur le peu de temps qu'elles peuvent passer avec leurs patients, ça n'est pas raisonnable. Nous avons besoin effectivement de soins de santé qui sont capables. Et pour ça, donc effectivement, nous disons il faut amener les investisseurs en travail à pouvoir eux aussi peser sur les décisions qui les concernent, et ça veut dire jusque dans les organisations, jusque dans l'entreprise. Voilà, on va clore un peu le chapitre transition écologique, parce que le temps tourne. On va passer au chapitre justice fiscale, justice sociale. Madame Mailly, peut-être d'abord à vous de nous dire, c'est vrai que ce n'est plus contesté. En fait, pendant tout un temps, il y a eu des contestations sur le fait que les inégalités s'étaient accrues dans nos pays. Il y a eu ce fameux livre de Piketty qui a remis l'inégalité au cœur du débat public, c'est-à-dire la force des académiques aussi, à un moment donné, attirer l'attention sur une problématique. Je vais presque dire qu'il y a eu un avant, un après Piketty sur la prise de conscience de l'enjeu. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelle mesure ces inégalités se sont accrues en Belgique, et évidemment de façon un peu croissante, accrue ces derniers mois avec le Covid. Quels sont les signaux que vous voyez, vous ? Écoutez, on voit en Belgique des ménages dont la perte de revenus liée à la crise est importante, mais la perte de revenus liée à la crise, ça dépend dans quel salaire ça tombe et dans quel ménage ça tombe. Si on est en chômage temporaire, mais qu'on a un salaire élevé, qu'on perd 30%, et que parfois l'employeur compense d'ailleurs, on n'est pas dans la même situation que si on est travailleur en gagnant 1200, 1300, 1400 euros net par mois, parce que ça, il faut le dire, que c'est encore la réalité d'une grande proportion de travailleurs, par exemple, dans notre pays. Là, si vous passez en chômage temporaire. Mais ce qu'on a vu aussi pendant la crise, les inégalités, elles sont terribles sur les conditions de statut des gens au regard du travail. On l'a vu dans la culture, on le voit à travers les statuts de pigistes, on le voit dans le flexi-job, on le voit dans la déstructuration du travail. Les gens qui ont de l'intérim, des personnes qui restent au chômage, qui font un travail à ailé, etc., enfin des sous-contrats, du travail qui est nécessaire pour la collectivité, mais qu'en fait qu'on ne reconnaît plus comme nécessaire à la collectivité, qu'ils ne sont même plus reconnus comme travailleurs. Ils restent chômeurs, ils restent bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, etc. Et donc on a vu, je trouve, au fil des années, une espèce de glissement d'ailleurs sur plein d'emplois utiles et nécessaires à la collectivité qui ont disparu en devenant un peu du bénévolat ou de l'exploitation de chômeurs ou d'allocataires sociaux, etc., plutôt que de les reconnaître dans la nécessité d'emplois publics liés à la collectivité. Donc les inégalités, elles sont en termes de statut, elles sont en termes de revenus, elles sont en termes de logement, de qualité de logement, elles sont en termes de droits, de capacité de se défendre dans la société. Qui a accès à la justice aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on a accès à la justice ? Donc, elles existent en fait dans tous les champs de la société, et il n'y a aucune légitimité à ce qu'une partie de la population aille vers l'enrichissement dès lors que ça conduit de l'appauvrissement. Or ça, on voit bien qu'on reste dans un système comme celui-là aujourd'hui. Alors les écarts forcément se creusent, on le voit, il y a des gens dont les richesses croissent quand d'autres stagnent et s'écrasent toujours plus. On voit qu'on fait passer de plus en plus de gens par les CPS. Moi, j'ai très peur, par exemple, de ce qui est en train de se passer pour le moment dans les aides du gouvernement dans le cadre de la crise Covid. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Et c'est dans l'accord du gouvernement ici. On est en train de dire que les gens qui auront trop peu de revenus, on va leur proposer de passer par la case CPS pour aller chercher du complément aux revenus. Ça, pour moi, c'est une espèce de début de régionalisation de sécurité sociale pour pauvres. Il n'y a aucune raison que celui qui a trop peu de revenus, alors qu'il n'en a aucune responsabilité, doivent aller se présenter au CPS, remplir un dossier, va être conditionné au fait de recevoir de l'aide. C'est par le travail et les revenus que les gens doivent avoir de l'argent, ou c'est par la sécurité sociale que les gens doivent avoir de l'argent. Et les CPS doivent rester résiduaires. Voilà une inégalité qui est en train de s'installer de façon énorme. Et il faut aussi, d'ailleurs, laisser les CPS avoir le temps de bien faire leur travail, c'est-à-dire de ne pas être engorgés par tous ceux qui n'ont aucune raison de passer par là. Donc on est là-dedans. Alors il y a un outil justement qui était
fixé à ce chapitre de la discussion, c'est l'outil de la fiscalité. Oui. Est-ce que c'est l'outil que vous considérez comme étant particulièrement utile, et notamment parce que vous citez l'accord de gouvernement? Alors évidemment, il y a dans cet accord de gouvernement cette fameuse phrase sur l'idée de faire contribuer les épaules les plus larges. Il y a déjà polémique sur la notion d'épaules plus larges. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a les épaules larges? Est-ce qu'elles sont vraiment larges, etc. Est-ce que, en un mot commençant, vous trouvez que, en tout cas, il est nécessaire de faire cet impôt dit sur la fortune, mais en tout cas sur les patrimoines financiers au-delà de 1 million d'euros qui n'incluent pas le patrimoine immobilier? Moi, je pense que c'est complètement légitime, que ça a le droit d'exister. Je voudrais quand même dire, moi, je trouve qu'on est dans une société qui croit un peu trop vite que les gens qui s'enrichissent, c'est comme s'ils étaient méritocrates par eux-mêmes. C'est comme si quelqu'un qui accumule du patrimoine, qui accumule de l'argent, etc., c'est comme s'il se faisait tout seul et qu'il n'avait coûté à personne. Mais je m'excuse, hein, l'entrepreneur qui s'est enrichi, s'il s'est enrichi, comme Isabelle Ferreras le disait tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des bras qui travaillent dans son entreprise, c'est parce qu'il y a eu des aides publiques pour faire un zoning, c'est parce qu'il a été à l'université que nous avons tous payé. Je rappelle d'ailleurs que c'est les pauvres et la classe moyenne qui payent l'université aux riches, puisque malheureusement, les pauvres n'y vont pas et la classe moyenne y va petitement. Donc, qu'on n'oublie pas ça. Et donc, lorsque on gagne plus d'argent, mais il est normal de contribuer davantage à l'assiette fiscale. Lorsqu'on gagne moins d'argent, il est normal d'y contribuer moins. Et il est normal, solidairement, et pour qu'on tienne une démocratie en place, eh bien, que ça permette de remplir des services publics au profit de tous et une sécurité sociale forte. Nicolas Van Nuffel aussi, en faveur, j'imagine, de cet impôt. D'abord, rappeler que sur les inégalités, notre pays est un pays où les inégalités augmentent, mais que dans d'autres pays, c'est encore bien pire, parce qu'ils n'ont pas les filets de sécurité sociale qu'on pourrait améliorer chez nous, mais il faut quand même rappeler que la majorité de la population sur notre planète n'a pas accès du tout à la sécurité sociale, donc il faut avoir ça en vue. Sur les solutions, oui, donc il y a la question de la progressivité de l'impôt sur le patrimoine, et puis il y a le gruyère total qu'on a construit. On peut douter du mot gruyère, puisque le vrai gruyère n'a pas de trou, mais enfin vous comprenez bien ce que je veux dire. Aujourd'hui, un tas de gens et d'entreprises échappent à l'impôt par une multiplicité de mesures. Et donc il importe d'une part de restaurer une vraie progressivité de l'impôt. Je reviens à Roosevelt. Je rappelle quand même que dans l'Amérique des 30 Glorieuses, la tranche d'imposition sur le revenu la plus élevée, donc les plus riches, sur leur tranche d'imposition la plus élevée, ils payaient 90% d'impôts. On est dans l'Amérique des 30 Glorieuses, on n'est pas dans un pays communiste. Donc il y a cette dimension-là qui est très importante, mais il y a une autre dimension, c'est vraiment la dimension internationale de la justice fiscale, c'est de mettre en place des mesures pour éviter ce qu'on appelle dans le jargon la double non-imposition, qui consiste à multiplier les traités entre pays qui vont permettre aux plus riches et aux entreprises de ne payer d'impôts nulle part. Et là, il y a des mesures qui doivent être prises d'urgence, et ça se négocie pour le moment à l'OCDE, le club des pays riches, et il faut absolument qu'on installe, par exemple, ce qu'on appelle une taxation unitaire des multinationales, pour qu'elles rendent des comptes sur leur comptabilité au niveau international et puis qu'après, on puisse prendre des impôts. Alors, Paul Degros, bon, que notre panel ici soit plutôt en faveur de ces deux choses, ce n'est pas très étonnant. Moi, je vous ai entendu beaucoup, depuis le début de la crise, dire il faut faire payer ceux qui ont les moyens. C'est un moment clé où il faut à un moment donné que la solidarité se fasse entre les plus riches et ceux qui sont en difficulté. Alors d'abord, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous défendez cette mesure. Et puis après, j'avais une autre question à vous poser comme économiste sur le fait que pour beaucoup, ceux qui sont contre disent souvent « Ah, mais on n'est pas contre le principe, mais ça ne marche pas puisque les plus fortunés échappent à l'impôt sur la fortune parce qu'ils se déplacent. Et les gens en général, on l'a vu pour la fraude fiscale, c'est souvent une ligne qu'on met à la fin d'un accord de gouvernement pour faire le nombre qu'on cherchait, mais en fait, on n'arrive jamais à ce chiffre en cours de législature. Alors d'abord, pourquoi est-ce que vous défendez cette idée de faire payer ou faire contribuer les épaules les plus larges ? Mais pour la même raison que j'ai entendu par Christine et Nicolas. Donc, je trouve qu'il n'y a aucune raison pourquoi on continue à avoir cette inégalité qui, en fait, augmente. Elle augmente moins vite en Belgique que, bien sûr, que dans des pays anglo-saxons, mais elle est toujours là. Il y a une augmentation des inégalités et il y a plusieurs raisons pour s'opposer à cela. Il y a des raisons éthiques que je comprends et donc que je soutiens, mais il y a aussi une raison beaucoup plus presque libérale, c'est-à-dire que une société où on laisse monter ces inégalités telles qu'on l'a fait depuis quelques décennies, ça devient une société polarisée et instable.
Et donc, dans l'intérêt, même les libéraux qui veulent maintenir un système de marché doivent comprendre que si on ne diminue pas ces inégalités, c'est le système de marché même qui est en péril. Il sera mis en question, les gens n'accepteront plus. Et on a vu dans l'histoire des révolutions, ça se fait, hein, et ça détruit beaucoup de choses. Donc, rien que de ce point de vue-là, si on veut maintenir un système de marché, il faut qu'il y ait un consensus social qu'un système de marché, c'est bon pour tout le monde. Mais si on arrive à une situation où une grande partie de la population croit que ce système de marché est foutu, ce n'est que pour les riches et pas pour nous, alors ce système de marché ne se maintiendra pas. Donc, moi, comme libéral, à part les raisons éthiques que j'ai, comme vous, mais en plus, je dis, moi, je voudrais bien que le système de marché soit maintenu, et c'est donc dans l'intérêt d'un système de marché qu'on fasse de la redistribution. Et il faut aller assez loin dans cette redistribution. Par exemple? Comme en fait, Nicolas l'a dit, jusque dans les années 80, il y avait des taux de taxation aux États-Unis et en Angleterre, les taux maximum au-delà de 90%, et c'était quand même l'âge d'or du capitalisme. Tous ceux qui nous ont dit, mais il ne faut pas faire ça parce que ça va détruire le système des marchés. Non, au contraire, ça a maintenu un consensus social de sorte que l'ouvrier américain s'identifiait avec ce système. Aujourd'hui, il ne s'identifie plus avec ce système. Et de là, la déstabilisation politique. Et enfin, je crois aussi qu'une démocratie ne peut pas fonctionner. Il y a trop d'inégalités. De Tocqueville, que vous connaissez très bien, quand il est allé en Amérique au 19e siècle, il a écrit ce livre fantastique, La démocratie en Amérique, était venu à la conclusion que il observait une démocratie en Amérique qui était très vivante. Et la condition était qu'en fait, il s'agissait d'une société égalitaire. Et la démocratie ne peut fonctionner que quand les degrés d'inégalité ne sont pas trop intenses. On le voit maintenant aux États-Unis, la démocratie ne fonctionne plus aux États-Unis, en grande partie parce que les grosses fortunes ont tout à fait miné les fondements de la démocratie, en payant les politiciens et en faisant de sorte que la législation soit dans leur propre intérêt. Et donc là aussi, c'est un autre argument de dire, oui, il faut... Paul De Croo, est-ce que cette mesure-là, en fait, tant sur la lutte contre la fraude fiscale, dont on voit une plus grande efficacité dès lors qu'elle se fait, et de fait à des niveaux globaux, avec une espèce de travail commun quelque part, où l'un sert l'autre, de la presse avec toutes ces révélations, notamment du consortium d'investigation ICIG avec les leaks, qui à un moment donné, moi je me rappelle très bien Margaret Vestager, au début, lors des LuxLeaks, elle prenait son poste et elle a dit « La presse me fournit les documents dont qu'il me manquait pour lancer une série de procédures ». Donc il y a une lutte internationale, un pouvoir international, un contre-pouvoir à la fraude. Mais est-ce que c'est pas la même chose pour l'imposition? Parce que c'est compliqué. On a vu en France, ils ont essayé de faire ce système d'impôt sur la fortune. Bon, ils sont venus chez nous, les Français riches. Et donc, est-ce qu'il y a une capacité pour l'Europe d'agir à ce niveau fiscal, comme elle le fait maintenant pour le climat, où on voit que c'est déterminant? À partir du moment où l'Europe décide de prendre les choses en main, les choses bougent ou sont forcées de bouger dans les États membres. Oui, bien sûr. Il faut essayer de le faire au niveau international, au niveau européen. Moi, je soutiens toutes ces initiatives, mais on peut quand même agir aussi comme État. Donc, je constate que, par exemple, aux Pays-Bas, il y a une taxation sur la fortune. Et tous les millionnaires et milliardaires hollandais ne sont pas sortis du pays. Hein. Et quand on le fait d'une façon intelligente, il y a moyen de le faire sans ayant un exodus des riches. C'est pour ça que moi, j'ai plaidé pour une taxation sur les fortunes qui soit très progressive, donc où on dit, voilà, prenons le premier million de la fortune ne sera pas taxé. Et alors, on commence à taxer au-delà d'1 million à 1%, par exemple, au-delà de 10 millions à 2%, etc. De sorte qu'on a un système très progressif et qui, en fait, n'est pas du tout confiscateur. Hein. Moi, je dirais, par exemple, le milliardaire
tout ce qui gagne au-delà d'1 milliard, on taxerait à 3 ou 4%. Ça veut dire 3 ou 4 centimes par euro qui est au-delà d'1 milliard. C'est pas la confiscation, hein. C'est quelque chose que... Mais là, il y aura besoin de toute la force des académiques, parce que c'était Alexandre de Croo qui rappelait récemment dans plusieurs interviews que toutes les mesures qui avaient été envisagées pour faire un espèce d'impôt même progressif sur la fortune ont échoué, parce que la Cour constitutionnelle les a recalés, parce que les systèmes qui étaient mis en place n'étaient pas considérés comme constitutionnellement acceptables. Donc il y a du travail pour les académiques, hein. Oui, bien sûr, mais ça, c'était parce que le gouvernement précédent avait une taxation sur les effets qui était très discriminatoire, oui. Qui disait, voilà, ceux qui ont les titres sur nom ne seront pas taxés. En fait, c'est quand même, c'est presque l'imbécilité de faire une chose pareille. C'est demander aux juges de trancher pour eux. Oui. C'est une discrimination tout à fait inacceptable, mais il y a moyen de le faire de façon différente quand même. Parce qu'on a vraiment envie de le faire. Parce que voilà, et moi je n'accepte pas ces arguments pratiques. Bien sûr, il y a des problèmes pratiques, mais j'entends si souvent, quand je suis dans la discussion, les gens me disent « oui, je suis d'accord, mais en fait, c'est pratiquement impossible, c'est trop difficile, etc., etc. » En fait, en général, ce sont des gens qui sont contre et qui alors emploient des arguments pragmatiques pour dire qu'en fait, ça ne pourra pas passer. Moi, je crois qu'il faut tout d'abord mobiliser les gens, et là, je suis d'accord avec Nicolas et Isabelle et Christine, qu'il faut mobiliser les gens. Et quand on a fait ça, beaucoup de choses deviennent possibles, hein, et ça devient possible. Justement, pratique. Isabelle, vous faites remarquer dans l'interview que vous avez donnée dans la page, les articles qui sont parus jeudi, qui sont en ligne et qu'on peut toujours consulter. Vous avez dit évidemment la problématique, c'est qu'en matière de fiscalité, les entreprises ont beaucoup de pouvoir, mais l'investisseur travaille, il n'a pas beaucoup de pouvoir pour défendre son point de vue. Est-ce que vous dites, en général, les entreprises, on le voit, elles peuvent négocier des taux d'imposition qui sont plus agréables, elles peuvent négocier des législations qui, en exerçant un pouvoir sur le politique, parce qu'ils ont un véritable accès au pouvoir politique. Est-ce qu'il y a une manière de rétablir une sorte d'équilibre avec l'investisseur travail? Comment est-ce que le travailleur lambda peut faire en sorte que le capital soit plus taxé, que le travail le soit moins? Là, je dirais, pour ajouter à la discussion, c'est que d'une part, dans la lignée de ce que Paul de Croo a dit, je pense que une imposition sur les plus grandes fortunes, par exemple, pourrait avoir beaucoup d'effets si elle était mise en œuvre au niveau européen. Et Gabriel Zucman, par exemple, qui est donc un professeur à l'université de Berkeley, qui a développé une proposition très concrète de mise en œuvre d'un impôt sur les plus riches européens qui nous permettrait justement de résoudre, d'apporter une réponse à cet argument que soi-disant il y aurait un exode. On voit bien que dans la période de pandémie, certainement, les gens, s'ils sont en Europe, ils n'ont pas envie de partir d'Europe. Donc l'Europe semble une bonne échelle politique sur laquelle on peut agir, et il faut une volonté, évidemment, il faut une volonté politique, mais c'est tout à fait faisable. Et ça permettrait effectivement d'abonder par milliards un budget européen qui pourrait alors être complété par cette justice fiscale. Mais par ailleurs, effectivement, je pense que c'est important de se rendre compte aussi que du point de vue de la philosophie politique ici dont on parle, si nous vivons avec l'idée d'un projet démocratique pour notre société, et un projet démocratique évidemment peut totalement contenir l'idée d'une économie qui est organisée par un système de marché, cela ne veut pas encore dire qu'on a prédéterminé les rapports qui se jouent sur ce marché entre justement ceux qui apportent du capital et ceux qui investissent leurs personnes en travail. Et donc, l'enjeu qui est un enjeu politique de savoir quels sont les droits finalement de ceux qui investissent en travail par rapport à ceux qui apportent du capital, il est considérable. Et aujourd'hui, effectivement, on vit dans un système qui n'a reconnu des droits politiques à gouverner en fait l'économie et au niveau micro, nos entreprises, qu'à ceux qui apportent du capital, alors qu'effectivement, il y a en fait toutes les raisons aujourd'hui de faire un saut en termes d'émancipation de droits
de reconnaître aux travailleurs aussi la possibilité d'avoir... Et concrètement, ça peut vouloir, dans un système comme la Belgique, par exemple, pour les entreprises d'une certaine taille, nous avons des conseils d'entreprise en Belgique. Et ces conseils d'entreprise, ils ont été pensés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, si vous regardez les travaux parlementaires, comme l'embryon de la citoyenneté dans l'entreprise. Et c'est le véhicule par lequel les travailleurs, sur des listes déposées par les organisations syndicales, élisent, lors des élections sociales, leurs élus pour parler en leur nom. Mais cette chambre, en fait, elle est encore qu'un tout petit embryon de ce qui pourrait être une seconde chambre qui serait amenée à peser sur la stratégie de l'entreprise et sur, en fait, ce qu'est la branche législative d'une entreprise, parce qu'aujourd'hui, elle est consultative. Elle a des décisions à prendre sur des enjeux importants comme des horaires de travail, mais vous voyez bien que la question des horaires de travail par rapport à la question de la stratégie de l'entreprise, comment on va se partager le profit que l'on a créé ensemble, ce n'est pas du tout de la même importance. Et donc, il y a une manière, effectivement, de poursuivre, si vous voulez, l'histoire démocratique, en quelque sorte, d'approfondir notre histoire démocratique, parce que si on ne le fait pas, le problème, c'est qu'effectivement, on a créé des entités politiques qui sont de niveau supranational, qui sont tellement puissantes, les entreprises transnationales, qu'elles sont en train de mettre en échec nos États. Je m'interrogeais, Isabelle Ferreras, que vous ayez des partenaires politiques dans certains partis, voire même au sens large, pour soutenir, pour accompagner vos idées, je peux l'imaginer. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que vous diffusez ces idées, votre livre est sorti, est-ce que vous avez des partenaires dans le monde de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont prêtes à faire ce partage? Il y a énormément... partage ou en tout cas accorder à l'investisseur travail cette place. Donc je ne vais certainement pas donner des noms, c'est pas à moi de le faire, mais il y a une quantité d'entreprises qui sont aujourd'hui cette question, si vous voulez, contraintes ou forcées ou heureuses de le faire. Lundi, nous avons tout un séminaire économie, entreprise, transition avec des entrepreneurs qui sont dans une perspective qui est celle-là de se dire les travailleurs sont en fait la véritable force de notre entreprise et la question de savoir comment on prend les travailleurs vraiment au sérieux, pour autre chose que de simples instruments, c'est en fait aujourd'hui au cœur des bons dispositifs RH, je dirais. Donc, il y a plusieurs manières de prendre ce problème. Il y a des manières beaucoup plus efficientes, orientées efficience, si vous voulez. Et il y a une perspective beaucoup plus de justice ou vraiment de philosophie. Mais il y a quantité d'acteurs qui se posent ces questions-là. Nicolas Van Nuffel, oui. Il y a des acteurs qui se posent ces questions. Rapidement, mais en fait, on retombe de nouveau sur les convergences qu'il y a entre les questions économiques, sociales et environnementales. Je pense vraiment qu'il y a un tas d'entreprises aujourd'hui où ça bouge. Et sur les différentes dimensions. Et quand on entend les sorties qu'on a pu avoir du président de l'Union Wallonne des entreprises, par exemple, on voit bien qu'il y a des patrons, Jacques Cray, oui, on voit bien qu'il y a des patrons qui bougent. Et puis, par ailleurs, ce que Isabelle Ferreras est en train de défendre, c'est pas un modèle totalement utopique qu'on essaierait d'utiliser sur une île déserte, c'est ce que fait l'Allemagne. Donc, on n'arrête pas d'entendre les grandes fédérations d'entreprises nous pointer le modèle allemand dans toute une série de dimensions qui peuvent peut-être poser problème au niveau social, mais on ne les entend jamais défendre la démocratie en entreprise à l'allemande, ou ce qu'on appelle le Kurzarbeit, par exemple, qui est le système de partage du travail qu'on a mis en temps de crise en Allemagne. Donc ça se fait dans la plus grande économie européenne, ce dont on est en train de parler. Alors, il nous reste un gros quart d'heure pour aborder le troisième volet, qui est le volet budget et dette, les chiffres. On va parler d'abord de la partie dépenses, de la partie plus facile, entre guillemets. Donc, il y a des plans de relance qui ont été décidés. Le programme du gouvernement De Croo prévoit un plan de relance de 30,5 milliards sur 4 ans. En comparaison, l'Allemagne a annoncé un plan beaucoup plus important qui ramenait à l'échelle belge, si on voudrait, reviendrait à 34 milliards. Donc, ça veut dire 3 fois plus que ce qui est les Allemands proportionnellement ont un plan de relance 3 fois plus important pour leur pays que ce que fait la Belgique. Alors est-ce que vous dites, bon, ce plan de relance c'est pas mal, c'est bien, toujours avec, je m'excuse, le bémol de se dire, est-ce qu'il ne faut pas rajouter des montants, parce qu'est-ce que tout ne va pas partir dans le post-Covid et que dès lors on aura... ça va être plus compliqué de gérer ces montants. Mais en soi, est-ce que quand c'est annoncé, vous vous dites c'est une bonne nouvelle, c'est suffisant? Monsieur Van Nuffel. Moi je pense que ce n'est pas suffisant. Mais que c'est déjà une bonne nouvelle, entre guillemets. Si on fait la comparaison avec la crise qu'on a connue en 2008 et dans la suite, on sent quand même que les idées sur le rôle de l'État ont nettement progressé par rapport à il y a 10 ans, et notamment toute une série d'économistes qui, il y a 10 ans, défendaient telles quelles des politiques d'austérité qui ont été catastrophiques
en termes économiques, sociaux et environnementaux, aujourd'hui, ont évolué et se rendent bien compte qu'on ne s'en sortira pas sans des investissements massifs. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, je pense vraiment que ça soit pour affronter la crise du Covid ou pour les moyens nécessaires à la transition sociale et écologique, on est encore bien en deçà des montants qui vont être nécessaires et que si vous rapportez par habitant ou par point de PIB, par exemple, ce qui est avancé en Belgique n'est pas du tout à la hauteur de ce que l'Allemagne est en train de faire, par exemple. Christine Maillet, une considération là-dessus. Je me demandais ce que vous pensiez finalement, parce que dans la préparation du débat, vous avez dit moi, c'est question de dette et tout ça, c'est moins ma spécialité. Mais je me demandais ce que vous pouvez penser quand, à un moment donné, on a vécu avec un carcan budgétaire très important. C'était le carcan budgétaire européen. On avait cette règle des 3%. Beaucoup de monde a plaidé de plus en plus au fil du temps pour dire il faut l'élargir, il faut le faire sauter. Et soudain, à un moment donné, il saute comme par enchantement. Comme si soudain, et c'est d'ailleurs dans un très bon livre, ce que Robert Boyer dit dans un livre qui s'appelle « Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie », il dit à un moment donné, les autorités disaient mais l'argent n'est pas magique. Et soudain, on a eu l'impression que l'argent, depuis quelques mois, soudain est magique. Et je ne sais pas ce que ça vous appelle comme réflexion. Moi, ce qui m'a fort impressionné, dans le même sens, pour être sur le terrain concret, en travaillant avec le gouvernement wallon, en essayant d'influencer le gouvernement fédéral pendant la crise, c'est que alors on n'est pas encore dans un plan de relance, là, on est dans la gestion de la crise. Mais je n'ai jamais vu autant de décisions prises aussi rapidement par des gouvernements qui pouvaient s'entendre pour sortir ou des moyens financiers ou une vision de société. Mais évidemment, moi je l'ai vu par des portes d'entrée spécifiques, mais rendez-vous compte que dans la relance, il faudrait prendre en compte évidemment la relance économique, mais aussi directement les revenus du ménage. Nous, on s'est battu, par exemple, pour que le gouvernement fédéral aide de la même façon qu'il aidait les entreprises, de la même façon qu'il aidait les indépendants, qu'il offre de la même façon une prime qui vienne directement dans les ménages. Lutte très dure, le final, c'est pas grand-chose, et encore, il y a de la discrimination à qui c'est accordé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore de conception dans cette société que les ménages sont une partie de l'économie. Mais pour vous dire à quel point l'investissement et la relance, ça porte sur beaucoup de choses, rendez-vous compte que pendant la crise, on a dû se battre pour que tous les ménages aient de l'eau et de l'électricité. Alors voilà que tout à coup, les politiques ont compris que pendant le temps du confinement, il était utile d'avoir de l'eau et de l'électricité en suffisance dans un ménage. Et là, on l'a remis. Enfin, il a fallu se battre, hein, mais on l'a remis. Et puis, maintenant, on recule dans le confinement, on repart aux conditions d'avant. Si les gens ne savent pas payer leurs factures, on va limiter, etc. On se rend compte que dans la relance, il y a évidemment l'économie et tout ça, mais il y a aussi tout ce qui fait partie des biens communs et tout ce qui est nécessaire directement à la vie des gens. On a bloqué les expulsions, par exemple, pendant le temps de vous vous rendez compte, on a bloqué les expulsions. Et c'est fini, ça redémarre. Et donc, j'ai envie de dire que ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu une oreille au fait que tout ça, c'est des anormalités, cette manière-là de fonctionner. Privé d'eau, privé d'électricité, privé de logement, privé de... Donc la normalité a été comprise, et puis paf, on la range au tiroir, et on repart comme si les gens coûtent. Et les gens ne coûtent pas, hein. Les gens ont envie de ne pas être usés par la survie. Ils ont envie d'investir, c'est-à-dire ils ont envie de pouvoir consommer, de payer leurs factures, d'ouvrir le robinet d'eau dans la nécessité qu'ils ont. Ce n'est pas des mauvais utilisateurs, c'est des sous-utilisateurs parce qu'ils n'ont pas assez. Et ils ont aussi envie d'investir en n'étant pas usés quotidiennement à devoir juste être dans la survie. Quand vous êtes dans le trop-peu de tout, vous vous usez à tout point de vue, hein, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan confiance en vous, sur le plan confiance en la société, confiance en la démocratie. Et quand vous vous usez, mais c'est une perte économique, hein, ce que je dis là, c'est pas éthique, hein. Ça se calcule en argent sonnant et trébuchant, hein. C'est des gens qui se suicident, c'est des gens qui en ont marre, c'est des gens qui se révoltent, c'est des gens qui s'effondrent, c'est une dépression larvée généralisée. Donc, c'est tout ça qu'on a vu. Donc, moi, je suis impressionnée d'avoir vu un moment de compréhension massif, par peur, je pense, hein, et pour certains, par ouvrir les yeux. Et puis, malheureusement, et c'est là qu'on doit être là, hein, et qu'on doit refuser le reflux, en quelque sorte, hein, de se dire, on passe la crise, etc. Parce que si on recule sur ça, ça veut dire qu'on va reculer sur tout le reste, hein. J'ai une question à Paul De Gros, qui est une question à la fois posée par un de nos lecteurs, André Peters, qui nous écrit de Wezenbeek, mais aussi par la personne qui m'a aidé à préparer ce dossier, qui est Michel Guevers, un professeur d'université, qui lui se dit, beaucoup de gens en fait trouvent que vous êtes formidable, on va vous faire une statue, parce que à tous ces gens qui disent qu'il faut faire du plan de relance, qu'il faut injecter de l'argent dans l'économie, vous faites aussi partie à ce niveau-là de ceux qui ont depuis des mois dit il faut y aller. Il faut investir, il y a de l'argent et c'est pas grave. Et alors,
la question, c'est de se dire comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, à la fois de manière pédagogique, mais de manière aussi politique, pourquoi soudain, aujourd'hui, c'est pas grave si on sort de l'argent, si on s'endette, et que ce n'est plus un poids qu'on fait peser aux générations suivantes. Est-ce que l'argent, de fait, est devenu magique? Et pourquoi soudain il est devenu magique alors qu'autrefois, on le dépensait avec parcimonie, on le tenait corseté, on empêchait les gens d'y toucher? Mais en fait, je crois qu'il y a deux raisons. La première raison est que dans le passé, je parle donc il y a 4-5 ans, la relation entre taux d'intérêt et croissance était une mauvaise relation. C'est-à-dire, le taux d'intérêt avait tendance à être plus élevé que le taux de croissance de l'économie. Et là, bien sûr, ça pose problème à chaque entité qui émet de la dette, et en particulier le gouvernement qui émet de la dette. Et donc, il se voit alors acculé dans une situation inconfortable, c'est-à-dire que la dette a tendance à croître plus vite que le PIB. Et donc, le fardeau, la charge de la dette devient de plus en plus insupportable. Cette situation a tout à fait changé. Et a changé étant donné qu'après la crise financière, l'investissement, la consommation n'a pas vraiment repris et l'épargne a augmenté énormément, de sorte qu'il y a un excédent d'épargne qui a eu comme effet de diminuer le taux d'intérêt réel. Les taux d'intérêt réels ont maintenant, depuis une bonne dizaine d'années, n'ont pas cessé de diminuer. Ils sont maintenant en fait négatifs. Et on est maintenant dans une situation qui est tout à fait différente, c'est-à-dire que le taux de croissance, en fait, est plus élevé que le taux d'intérêt. Ce qui veut dire que le ratio dette-PIB a tendance à diminuer de façon automatique. Je ne parle maintenant pas de la période de la pandémie aujourd'hui, cette année-ci, où on a connu une explosion du déficit budgétaire, mais je veux dire, sous-jacent à tout cela, il y a un processus qui est tout à fait différent, c'est-à-dire aussi longtemps que la croissance est plus élevé que le taux d'intérêt, le ratio dette-PIB a tendance à diminuer, sans qu'on soit acculé à faire de l'austérité. C'est ça un peu la magie dont vous parlez. Hein. Il y a quelque chose de magique, mais c'est tout simplement l'inversion de la relation taux d'intérêt et taux de croissance. Et on est dans une situation, et je prévois qu'on sera dans cette situation pour un certain nombre d'années, surtout quand la pandémie sera finie, et je suis, comme je vous l'ai dit, je suis assez optimiste que ça ne va pas durer si longtemps. À ce moment-là, la croissance va augmenter très fortement et le taux d'intérêt restera relativement faible, ce qui veut dire qu'après cette pandémie, les ratios de dette auront tendance à diminuer. Et j'en conclus qu'en fait, aujourd'hui, les autorités doivent profiter de cette situation. Les autorités publiques peuvent emprunter à un taux d'intérêt qui est même négatif, ce qui veut dire qu'ils gagnent l'argent en émettant de la dette. Hein? Donc, pourquoi attendre? Il faut le faire, il faut employer tous les moyens dont on dispose aujourd'hui. C'est une situation historique qui peut-être ne se maintiendra pas, hein, parce qu'il se peut qu'il y aura à nouveau inversion plus tard, mais à mon avis, ça va durer un certain moment. Et donc, il faut en profiter pour organiser la relance, pour aussi faire des investissements à long terme afin de faire face aux défis écologiques et tout cela. Donc là, c'est un moment qui est assez optimiste. Ça, c'est mon premier élément. Deuxième élément, c'est ce que font les banques centrales. Les banques centrales ont augmenté la masse monétaire de façon phénoménale, ce qui a aussi augmenté les liquidités et qui, en fait, ont aussi eu comme effet de réduire la charge de la dette. Hein. Et là aussi, je crois qu'il faut en profiter. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon permanente. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc aujourd'hui, les banques centrales ont augmenté les masses de liquidités afin de soutenir l'économie. Mais ils ne peuvent pas continuer à faire cela après la pandémie, parce qu'à ce moment-là, si on continue à faire ça d'année en année, alors l'inflation suivra.
Mais aujourd'hui, il ne faut pas se faire de soucis pour l'inflation, étant donné que la crise aujourd'hui est une crise déflationniste. Hein. Les gens ne font pas assez de consommation, il n'y a pas d'investissement. Et donc, les risques aujourd'hui sont toujours les risques déflationnistes. Et c'est pourquoi les banques centrales sont là afin d'éviter que la déflation entraîne une implosion économique. Donc, ces deux éléments-là, aujourd'hui, nous soutiennent, en fait. C'est un peu la bonne nouvelle dans la catastrophe. Hein, c'est que les conditions financières aujourd'hui sont telles qu'il ne faut pas se faire de soucis en ce qui concerne le financement des déficits budgétaires. Et donc, même si ça continue encore pendant 6 mois ou 1 an, on a les moyens de le faire. Alors, je vais poser une dernière question un peu la même à chacun d'entre vous, c'est de dire un peu quelle est l'opportunité qu'on peut voir dans le moment que nous vivons aujourd'hui, parce qu'on a commencé par un peu l'effet de panique, un peu des annonces spectaculaires, parce que pendant que nous parlions, il y en a d'autres qui sont ajoutés, un couvre-feu, une bulle, des effets sur la bulle sociale, au-delà de la fermeture des restaurants. Mais pendant que Isabelle Ferreras, Christine Mailly et Nicolas Van Nuffel réfléchissent à se dire, dans le fond, s'il y avait un message à envoyer aux politiques aujourd'hui, quelle est l'opportunité dans la crise, j'avais envie de vous confronter avec aussi une réflexion de ce monsieur Boyer, dont j'ai beaucoup aimé l'interview, et qui est Isabelle Ferreras. Vous pouvez dire un peu qui il est? C'est un économiste. C'est le père de l'école de la régulation. C'est un courant d'économie hétérodoxe, comme on dit, donc qui a été qui n'a pas pu avoir beaucoup de place dans les rangs académiques parce que c'est un courant minoritaire, mais c'est un courant extrêmement informé avec une épaisseur historique qui fait que dans la crise aujourd'hui, on en voit la pertinence. Oui, donc dans son livre « Les capitalismes à l'épreuve de l'épidémie » ou des épidémies qui paraît à la découverte, des éditions de la Découverte, il dit que c'est un moment historique à la fois parce qu'il y a un arrêt de l'activité économique, mais aussi parce que contrairement à ce qui s'est passé en 2008 et à ce qui se passe depuis lors, le monde de la finance est un peu mis à l'arrêt, c'est-à-dire soumis, reprend une place en fait, une place de troisième rang, c'est-à-dire qu'il devient dépendant de deux choses. C'est plus lui qui domine, mais il devient dépendant de deux choses. La santé, enfin l'évolution d'un phénomène naturel qui s'appelle un virus. Donc ça veut dire aussi la situation sanitaire. Il dit finalement la finance reprend sa juste place dans le projet de société. Et la deuxième chose, c'est la bienveillance des États qui dès lors doivent, par leur action publique, contribuer à améliorer une situation ici sanitaire. Et il dit d'ailleurs que la même chose pourrait exactement se reproduire pour la transition écologique, où à un moment donné, le phénomène écologique force finalement une toute-puissance financière qui décidait des arbitrages, des allocations de ressources, des salaires, de la hiérarchie de valeurs dans une société, ou du rapport de force dans des forces économiques, reprend est un peu en attente de ce que le monde, quelque part réel, mais aussi la société est en train de devenir. Est-ce que c'est utopique ou est-ce que vous ressentez ça? Est-ce qu'il y a une espèce de rééquilibrage des forces dans un projet de dynamique de société qui est positif, en fait, quelque part, dans ce qui nous arrive? Paul Legros. Pardon, je pensais que c'était... La question est posée à tout le monde, mais celle-là, elle est plus spécifique à vous. Après, c'est le message qu'on veut envoyer aux politiques comme l'opportunité à saisir dans la crise. Mais est-ce que vous trouvez que la finance, maintenant, elle est devenue un peu moins arrogante? Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu ce que je disais auparavant. Donc, il n'y a pas de contraintes financières aujourd'hui. C'est ça qui est nouveau. Il n'y a pas de contraintes financières. Et donc, on a les moyens financiers aujourd'hui qui peuvent nous aider à faire la relance, faire l'investissement. Et donc, il faut en profiter. C'est presque éclatant dans son évidence. Quand un État parvient à prêter de l'argent à un taux d'intérêt négatif, c'est en fait les marchés qui disent, qui supplient les autorités publiques. Je vous en prie, vous devrez émettre plus de dettes. We love your debt. Nous en voulons plus et nous voulons bien vous payer afin que vous, autorités publiques, vous émettez plus de dettes. Alors, pourquoi attendre? Il faut le faire. Et donc, il y a tant de projets qui sont là, qu'on doit pouvoir remplir. Et donc, oui, tout à fait. Donc, les finances ne sont plus du tout une contrainte. Aujourd'hui, bien sûr, je ne veux pas dire que ça sera pour l'éternité. Ainsi, à certains moments, les contraintes financières seront là à nouveau. Mais aujourd'hui, on a une telle crise existentielle
qu'on ne peut pas se permettre de dire il n'y a pas l'argent. Isabelle Ferreras, un message peut-être au monde politique dans cette opportunité à saisir dans ce monde qui bascule un peu, qui est compliqué. Mais d'abord, avant le monde politique, je voudrais quand même exprimer ma solidarité par rapport à toutes les personnes qui sont les plus durement affectées par les décisions de ce soir. Évidemment, tout le secteur de l'ORECA, ça doit être très très dur. Et je pense que vraiment, ce qu'il faut saisir dans cette crise, c'est vraiment que les civilisations qui sont parvenues à faire face aux grands moments de crise, c'est par la solidarité. C'est jamais par la compétition, ce qu'on nous a appris depuis 40 ans, ce qu'on a pu appeler le néolibéralisme pour le dire vite. C'est vraiment par la solidarité, par la coopération. Donc il faut, alors là ce serait mon message aux autorités politiques, disons, c'est que je pense qu'il faut se mettre maintenant dans une perspective de prendre cette crise comme l'opportunité de transformer notre système économique et social pour pouvoir faire face à la crise et à toutes celles qui suivront. Et donc il faut arrêter de s'étonner que le virus reprend, redescend, etc. Il faut vraiment faire les apprentissages nécessaires. Et effectivement, je pense que c'est le livre que nous avons écrit autour du travail, mais ces principes sont opérants en fait sur l'ensemble du système social. C'est qu'il y a 3 principes que l'on voit vraiment comme nécessaires pour faire face à cette crise. C'est démarchandiser certains secteurs de l'économie, comme par exemple la santé, mais aussi le travail. C'est démocratiser toutes nos structures de décision. Et par exemple, pour faire le lien avec ce que nous avons dit au début, il faut envisager de convoquer une assemblée citoyenne qui serait une forme de second Sénat qui pourrait plancher sur le long terme. Comme Paul de Grauw le dit, effectivement, je comprends ce qu'il dit en termes d'analyse très froide du système politique. Le système politique est pris par de l'urgence, mais il faut que il s'organise pour se faire aider de, effectivement, une structure qui va pouvoir l'aider à prendre en considération de long terme. Ça veut dire la société civile, ça veut dire par voie de tirage au sort, par voie de quotas, par voie de... On a en plus en Belgique des expertises formidables avec le G1000, avec David Van Drijbroek, etc. On peut faire ça. Et enfin, effectivement, pour prendre soin de la planète, parce que c'est ça la grande crise qui nous attend. Et donc, comprenons que c'est maintenant qu'il faut changer. Le monde d'après, c'est maintenant. Nicolas Van Nuffel ? D'abord, Isabelle Ferreras m'a ôté les mots de la bouche parce que j'adhère à tout ce qu'elle vient de dire, et notamment au message que on ne s'en est jamais sorti autrement que par la solidarité, quelles que soient les situations. Moi, peut-être 2 choses. Une première, c'est, je leur dirais, c'est le retour de l'État stratège. On a une opportunité unique aujourd'hui de rendre à l'État son rôle. Alors, on a évoqué tout à l'heure son rôle d'investisseur, mais aussi son rôle de stratège. Ça passe peut-être par une 2e chambre ou des éléments comme ça. Une autre idée, un ami me disait il y a quelque temps, si un jour j'étais ministre, lui, pas moi, je diviserais mon cabinet en 2, en ayant la chambre des pompiers et la chambre des architectes. Il faut absolument que les politiques s'alimentent. Ils doivent le faire auprès de nous, académiques et société civile, mais ils doivent le faire au plus près d'eux aussi, je pense. On doit redonner à l'État un rôle de stratège. Ça, c'est sur le long terme, et peut-être très brièvement sur une mesure très concrète qui a trait à la question de la dette qu'on a abordée. En fait, pour répondre à cette question de la dette, il va falloir rembourser un jour. Et il y a une proposition qui est sur la table. Et aujourd'hui, le Parlement européen en fait une question essentielle de l'approbation du prochain budget européen. La Commission européenne a mis sur la table une proposition de taxe sur les transactions financières. Si on la met aujourd'hui sur la table, avec les 27 États membres, pas l'espèce de rikiki qui n'a jamais abouti à quelques-uns, l'ersatz de TTF, si on met en place la taxe qui est proposée par la Commission européenne, on peut générer 50 milliards d'euros par an. Les remboursements des intérêts du gros emprunt qu'on vient de faire, c'est 12,9 milliards. Tout le reste pourrait être consacré à la transition sociale et écologique. Il n'y a aujourd'hui, le seul frein, c'est un frein politique. Tous nos dirigeants politiques qui ont dit il y a 10 ans qu'ils allaient la mettre en place après la crise financière, on les attend aujourd'hui. Tout est mis sur la table, on a les études d'impact, etc. Il nous faut aujourd'hui cette taxe sur les transactions financières. C'est une mesure parmi d'autres, mais elle me semble vraiment essentielle. Christine Mailly ?
Ben, 3 points, moi je dirais, que j'aurais envie de dire aux politiques, les inégalités viennent d'être de nouveau révélées de façon flagrante. Eh bien, il serait temps qu'en toute matière et sur toute politique initiée, toute fiscalité, logement, tout, n'importe quoi, on applique un élément d'analyse qui porte sur les inégalités. Est-ce que ça va augmenter les inégalités? Est-ce que ça va les faire stagner? Est-ce que ça va être au profit d'une diminution des inégalités? Aujourd'hui, ça n'existe pas chez nous. Les choses ne sont pas analysées au regard de cela. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à rééquilibrer. Deuxième élément que je dirais, c'est reprendre le chemin, alors ça ressemble un peu à ton ami ministre, reprendre le chemin de l'investissement dans un esprit de prévention et pas toujours de courir derrière avec une guerre de retard, donc le curatif qui coûte cher. Et la prévention, ça permettrait d'éviter d'user l'humain, parce qu'en usant les humains comme on le fait ici, c'est une perte sèche pour l'organisation d'un État, et de cesser d'user la planète et ses ressources. Et donc c'est vraiment très important de repartir dans un esprit de prévention en toute matière par rapport à la course derrière le curatif. Et puis le troisième élément qui me paraît le plus important, et on en a parlé ici, c'est je pense que le politique doit entendre qu'il y a des acteurs qui sont là depuis longtemps. On n'a pas dit qu'ils savaient tout à eux tout seuls, mais qui quand même ont fait du travail d'analyse, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur les inégalités, que ce soit sur le travail, etc., qui sont là, en fait, prêts à être consultés, prêts à travailler avec, et qu'il y a les premiers concernés aussi qu'il faudrait mépriser moins. Je pense qu'on est trop devant une caste politique qui n'a plus ce lien aux premiers concernés. Alors moi, les premiers concernés, je veux parler, c'est les plus piétinés, ceux qui sont les oubliés, ceux dont on dit d'ailleurs qu'ils sont une charge pour l'État, etc., en oubliant que c'est l'État qui en fait une charge. Ce n'est pas eux qui cherchent à être une charge, à charge de l'État. Donc comment est-ce que le politique peut beaucoup moins travailler en vase clos? Il y a des choses qui ont été dites avant par rapport à ça. Monsieur De Grauw, vous pensez quoi, vous, de cette idée de chambre, de cabinet ministériel avec un cabinet pompier et un cabinet long terme? Parce que pour le moment, le cabinet long terme, ça m'a l'air d'être l'université. C'est Carta Academica, ce sont les gens qui réfléchissent, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ce deux temps, ce moteur à deux temps à l'intérieur du politique qui est opérationnel aux commandes? Oui, c'est une idée très, très attrayante. Mais je crois qu'il faut le faire, il faut l'essayer. Ce ne sera pas facile, parce que j'ai une certaine expérience avec tout cela. J'étais pendant un certain temps dans un groupe d'adviseurs du président Barroso. C'était en fait quelque chose de semblable. Donc Barroso et la Commission s'occupent de choses day-to-day. Et alors il y avait ce groupe d'académiques surtout, qui réfléchissaient, et on se voyait régulièrement et on discutait sur le long terme, en fait. Et ça a commencé au début, grand enthousiasme. Mais après un certain temps, on voyait que les commissaires, au lieu de venir aux réunions, envoyaient leurs assistants. Et ça, en fait, après un certain nombre d'années, ça a disparu. Donc, je vous dis cela, c'est mon expérience personnelle. Je suis pour, mais ce n'est pas facile, parce qu'il faut toujours solliciter l'attention du politique pour le long terme. Et c'est dur, parce qu'il y aura les élections qui sont là, il y a toujours des crises à gérer, et donc ce n'est pas facile à le faire, mais ça vaut bien l'expérience. En tout cas, je pense que là, pendant 1h30, on a fait une petite expérience de cabinet long terme. On a essayé de faire ça en discutant autour d'idées, de propositions à la fois universitaires, c'est-à-dire des idées qui sont mises sur place, qui sont publiées dans des livres et aussi qui doivent déboucher dans des politiques concrètes. Donc je voulais vous remercier tous d'avoir consacré 1h30 de votre temps à partager votre savoir, votre expérience pour nous-mêmes, nous nourrir, je dis les journalistes, pour nourrir nos lecteurs aussi. Donc merci beaucoup Isabelle Ferreras, merci beaucoup Christine Mailly, merci Nicolas Van Nuffel, merci Paul De Grauw en distanciel chez lui devant sa belle bibliothèque. Je voulais aussi remercier Michel Gevers qui a aidé à préparer ce débat et donc Carta Academica qui donne
au soir la possibilité, parce que nous sommes aussi, nous, des opérateurs du quotidien, nous sommes le nez rivé sur l'actualité. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier, je veux dire, c'est schizophrénique presque même pour moi, d'être à la fois avec une actualité très très forte et en même temps de mener un débat, et les deux en parallèle. C'est une espèce de réconciliation de deux cabinets dans une seule tête. Donc ça demande beaucoup de... Voilà, ça m'a forcé à m'asseoir et à prendre du temps long. Donc pour rappel, dont les extraits de cet enregistrement seront diffusés sur le site du soir et via Carta Academica. Il y aura aussi un compte-rendu qui est fait par William Bourton qui sera sur le site demain. On remercie aussi nos lecteurs qui ont posé des questions. Je rappelle que chaque samedi, il y a une chronique d'un de vous qui paraît sur le site du soir. Je ne sais pas si on va vous souhaiter une bonne soirée, bien sûr. On va vous souhaiter beaucoup de courage et d'endurance pour les mois qui viennent et les semaines qui viennent. Et on va terminer sur la note optimiste quand même de Paul de Grau en se disant qu'à un moment donné, tout ceci va se finir et qu'il y aura matière à dépenser l'argent, à investir et à construire cet après qui est déjà aujourd'hui. Merci beaucoup.